Bonjour Audrey Régnier. Bon écoutez, ravi de vous recevoir enfin dans Smart Woman. Alors je dis enfin pour la petite histoire, c'est parce que vous deviez venir il y a quelques mois, et ça tombait absolument le même jour que votre rachat des parts que vous ne déteniez pas encore dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, grâce à cela, j'ai le plaisir de m'adresser à la directrice générale et propriétaire, avec votre mari bien sûr, de la manufacture Bohain. Voilà, donc c'est une anecdote qui demandait à être racontée. Alors, on va parler de Bohain, bien évidemment, mais on va aussi parler un petit de vous, donc c'est un portrait, donc on va redémarrer un petit peu du début. Donc, au tout début de l'histoire, et on va faire très court, mais néanmoins, au début de l'histoire, vous avez voulu arrêter vos études après un bac scientifique parce que vous aviez l'idée de créer un lieu dans lequel il y aurait différentes activités qui seraient associées. En fait, vous étiez en train de créer, d'inventer le concept de tiers-lieu, mot que vous n'aimez pas, mais néanmoins, c'était un petit peu ça. Bon, voilà, alors racontez-nous très très brièvement l'avant Bohain, puisqu'après c'est du Bohain pur sucre tout le temps. Alors j'ai un très fort caractère, Ouais. j'ai toujours eu, et à 18 ans, je décide d'arrêter mes études. J'ai fait un bac S à la demande de mes parents et non pas à la demande de mon cœur. J'ai mon bac, je suis plutôt bonne élève, et donc je dis à mes parents, j'arrête tout, j'ai un super projet, j'ai le lieu, je sais ce que je vais en faire, ça va être super, j'ai des plans, j'ai tout préparé, et mes parents m'écoutent et à la fin me disent hors de question, tu vas continuer tes études. Donc en fait, j'ai continué mes études, je suis partie en gestion, administration et d'entreprise, et puis après je continue en événementiel, et au final je me suis retrouvée avec un bac plus 5, ce qui m'a quand même bien aidé pour la suite de ma carrière. Vos parents avaient bien raison. Entre-temps, vous avez rencontré votre mari, ce qui était également très bien, puisque ça vous permettait d'envisager l'avenir ensemble dans de bonnes conditions. Exactement. Et puis alors un jour, dans les années 2011, si je me souviens bien, votre père, qui n'avait pas oublié votre rêve malgré tout, vous invite à aller prendre connaissance d'une offre d'emploi qui parlait visite touristique industrielle, visite d'usine. Donc ça a été le choc. Donc racontez-nous cette entrée dans le monde Bohain. En fait, dans le réseau de mon père qui était chef d'entreprise dans l'Orne, j'entends parler de ce fameux musée d'une entreprise. Voilà. Et ça ne m'intéresse pas du tout parce que moi qui ai vécu en fait dans l'Orne adolescente, en rébellion contre mes idées d'adolescente, je ne voulais pas vivre dans l'Orne. Alors qu'aujourd'hui j'y suis très, très heureuse. Mais en tout cas à l'époque, je m'étais dit, moi jamais dans l'Orne, je ne travaille pas du tout dans un musée, je veux travailler à l'international, dans le marketing, la communication, etc. Et puis en fait, j'ai des jours en trop. Et là, je me dis, bon, allez, je vais aller voir, je suis curieuse. Et mon père m'avait dit, toi qui voulais être styliste étant petite, ils fabriquent des aiguilles à coudre. Et en plus, ils ont une roue hydraulique. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a charmée. Cette roue hydraulique m'a charmée. Donc, je suis en fait allée voir cette entreprise. Et je me souviens, c'était un matin d'hiver, donc ciel très bleu, grand soleil. Même dans l'Orne. Même dans l'Orne. Et je suis tombée amoureuse en fait des bâtiments en me disant c'était une pépite dans une vallée verte méconnue. Et en fait, de fil en aiguille, je suis tombée. C'est le cas de le dire. Je suis tombée amoureuse des machines, des personnes qui avaient ce savoir-faire. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un musée, c'était une visite d'entreprise. Et en fait, finalement, à 25 ans, on me faisait confiance pour me laisser la gestion de projet, presque on va dire de B à Z, parce que tout était ficelé bien sûr en amont. Mais en fait, j'avais une grande liberté pour pouvoir mener à bien un projet d'entreprise. Donc c'est l'entrée chez Bohain par ce côté-là. Bon, alors tout ça, ça a duré 6-7 ans. Et c'est en 2018 que vous rentrez dans le dur en quelque sorte, puisque c'est là que vous faites un rachat partiel de l'entreprise. Alors, l'entreprise qui est plus que centenaire, mais qui avait entre-temps été en liquidation judiciaire, qui avait été reprise, donc qui avait déjà connu des aventures. Et vous, donc, en 2018, avec votre mari, vous faites un rachat partiel de l'entreprise et vous êtes plein d'énergie. Bon, et là, c'est pas tout à fait facile pour vous. Donc, non, alors voilà. On avait mon ancien PDG, donc départ en retraite, et on se positionne en fait pour racheter l'entreprise. Alors, Fabien, mon mari, était dans la banque. Et j'avais besoin absolument d'un bras droit de confiance sur la partie financière. Donc, c'est pour ça que je l'ai débauché. Donc, on a racheté ensemble et on avait un associé. Associé, donc qui est parti depuis juin, et ce moment loupé ensemble. Et en fait, on rachète l'entreprise, et honnêtement, c'est le début des catastrophes. On perd en fait la moitié du chiffre d'affaires, en tout cas sur le papier, le premier mois, avec le départ de clients, avec des difficultés de clients, avec aussi des sorties de fournisseurs. On a aussi notre dernier qui a 7 mois, qui fait une défaillance générale, qui est entre la vie et la mort, au CHU de Caen, à 1h35 de chez nous, et on a les 2 grands qui ont 4 ans et 1 an à gérer. Et puis
puis on a malheureusement le départ d'un collaborateur qui ne revient pas à la suite d'un salon et qui est pour nous en fait une perte immense, qui met à mal en fait notre mental, notre cœur, mais aussi qui met à mal beaucoup l'entreprise, parce que c'était lui qui aussi gérait toute la relation commerciale. Donc vraiment une année. Donc vous avez passé une année, c'est l'année 2018 et puis 2019 aussi. Il y a eu d'autres choses aussi en 2019, mais voilà, et jusqu'à Alors attendez, on va y arriver. Mais c'est intéressant de commenter cette partie compliquée de votre parcours, parce que finalement, vous aurez très bien pu arrêter à ce moment-là. Vous avez été sur le point de dire on va y arriver. Pour autant, vous avez la foi de l'entrepreneur, donc chevillé au corps, et donc vous avez poursuivi. En fait, c'est ça qui est important. Après tout ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais t'as jamais pensé à arrêter? Et je me suis jamais posé la question. Parce qu'en fait, d'une, concrètement, vous avez les emprunts bancaires, et puis de deux, vous pouvez pas laisser des personnes sur le carreau comme ça. Donc en fait, vous avez pas le choix de remonter les manches. C'est l'entrepreneur. Vous décrivez la mentalité de l'entrepreneur. Bon, c'est ça. Très bien. Et alors le Covid arrive. Et pour vous, c'est la meilleure période de ma vie. Le Covid m'a sauvée, je pense, parce qu'honnêtement, après ces 2 années chaotiques, catastrophiques, on était encore de nouveau dans une galère à ce moment-là. Et quand le Covid est arrivé, je me suis dit, écoute, Audrey, chacun rentre chez soi en bonne santé. C'était vraiment ce qui m'inquiétait en premier lieu. On perd à ce moment-là 40% du chiffre d'affaires, parce que nous, notre visibilité elle est de 48 heures dans la mercerie. On fait que simplement du réapprovisionnement de nos clients. Donc le jour où le confinement est annoncé, je perds tout mon chiffre d'affaires en 1 heure. Et là, je me dis, de toute façon, on en a vu d'autres, on en verra d'autres. Et puis on se débrouillera, on trouvera des solutions. Mais au moins, chacun est chez soi. Moi, j'ai pu rester chez moi pendant 5 semaines avec mes enfants qui étaient encore petits, que je ne voyais pas, parce qu'en fait, je passais mon temps à l'entreprise pour sauver tout le monde et puis sauver l'entreprise. En plus, il faisait beau en Normandie. J'avais un jardin. Donc, clairement, ça a été la belle vie. Et puis, à la fin de ces 5 semaines, la mercerie a été placée en bien de première nécessité. Bien sûr. Voilà. Donc, là, tous les clients ont commencé à appeler parce qu'il fallait réouvrir les magasins pour que les gens puissent faire leurs propres masques. Parce qu'il n'y avait pas assez de masques en France à l'époque. Et donc, là, on a commencé à faire revenir l'activité. Et bon an, mal an, à la fin de l'année, donc à fin décembre, on était à plus 3% de chiffre d'affaires, donc on est passé de moins 40 à plus 3%. Et on a eu une grosse croissance, mais pour répondre aux besoins et à la demande, notamment française. Alors parlez-nous maintenant de Bohain, de ce qu'est Bohain désormais, donc un peu la carte d'identité de l'entreprise, les défis auxquels vous êtes désormais confrontés, mais défis positifs. Oui, alors maintenant Bohain, c'est une entreprise qui est vraiment qui est reconnue dans notre domaine d'activité, dans notre secteur, comme audacieuse, comme fun, et pour autant très traditionnelle en fait sur la qualité de ses produits. On est très authentique, on a 191 ans, donc on connaît bien notre métier. Dans les enjeux, en fait, aujourd'hui... Vous êtes le seul fabricant français. Et vous m'avez dit que vous étiez dans le monde, il y avait 4-5 fabricants au total. On n'est que 5 fabricants et consortiums au monde à savoir fabriquer des aiguilles à coudre. Alors, et je rappelle juste quelque chose, c'est que sans aiguilles, nous sommes tous tout nus. Mais absolument, bien sûr. C'est hyper important de fabriquer des aiguilles en France. Alors justement, donnez-nous quand même quelques détails. C'est des aiguilles, mais c'est pas que des aiguilles, c'est la pelote, c'est tous les outils de convection. Donc, et par rapport à ça, il y a ce que vous fabriquez vous-même et il y a ce que vous achetez. En fait, Bohain, il y a trois casquettes. La première, fabrication ancestrale, traditionnelle, aiguille à coudre, bracelet pelote, épingle à tête de verre, etc. Ça, c'est 15 à 20% du chiffre d'affaires. La deuxième casquette, qui est la plus grosse casquette, c'est le négoce international. Donc là, on va travailler avec des fabricants qui travaillent le bois, la craie, le plastique, etc., que nous, on ne travaille pas, et qui vont fabriquer des produits du même niveau de qualité que notre propre production. Et on va mettre notre logo dessus, parce que c'est un label de qualité. Donc ça, c'est la partie négoce. Et puis, on a 3% du chiffre d'affaires qui est représenté par le tourisme industriel, puisque l'entreprise se visite. Vous avez continué à faire ça, effectivement. On a continué, on a 10 000 visiteurs par an qui viennent au contact des salariés pour découvrir la production et le savoir-faire. Et vos clients, vous faites du B2B, B2C, donc vous, en bon français. Donc vos clients, c'est qui? Puis un petit site e-commerce qui commence également. On a créé un site e-commerce pour les personnes qui sont vraiment les aficionados de la marque, qui ne veulent que du Bohain, acheter du Bohain et avoir tout le catalogue. Parce que quand on vend en fait nos produits à nos clients, ils prennent qu'une sélection. Donc là, au moins, on a tout. Donc nos clients, en fait, ce sont le premier B, ce
sont soit des magasins de tissus spécialisés, soit des grossistes, soit des ateliers de confection ou des fournituristes qui revendent à des ateliers aussi. Et puis après, les grossistes vont revendre à des merceries et les merceries vont revendre au grand public. Donc c'est là, l'escalade est un petit peu lourde. Mais voilà. Et vous m'avez dit que, après vous me parlez des défis aussi, mais vous m'avez dit que vous aviez notamment une partie de clients à l'export et aux États-Unis. Et vous m'avez dit que les États-Unis, c'était le patchwork. Exactement, voilà. En France, en fait, on est sur toutes les disciplines. Aux États-Unis, on est presque exclusivement sur le patchwork. Aux États-Unis, c'est culturel. Hein. Tout le monde fait du patchwork. C'est dans leur tradition, c'est dans leur histoire. Et surtout, quand on fait du patchwork, on a besoin d'outils de grande précision et de très grande qualité. Parce qu'un patchwork, ça peut durer des années à faire. Donc, on n'a pas envie d'avoir de mauvais outils quand on y met autant de temps et autant d'amour. Bien sûr, bien sûr. Et alors, aujourd'hui, donc, parce que bon, je rappelle que vous êtes une belle PME, enfin une belle PME, assez dans son territoire. Donc, je le dis parce que les chiffres, c'est important, rentable. Donc, vous avez réussi à redresser également la marge, ce qui montre très bien. Alors, les défis essentiels, là, aujourd'hui, c'est quoi? Défi, c'est de passer à la moitié du chiffre d'affaires à l'export. Aujourd'hui, on fait 30% en fait à l'export. On voudrait passer la barre des 50% à l'export, avec notamment la cible des États-Unis en priorité. Deuxième enjeu, c'est vraiment de pouvoir aussi investir dans la logistique chez nous. Aujourd'hui, on fait tout à la main. Donc, ça marche très bien, mais c'est beaucoup d'inconfort aussi pour les équipes. Donc, aujourd'hui, il existe quand même des méthodes pour pouvoir travailler la logistique de façon plus confortable. Donc, ça, c'est le deuxième enjeu. Et puis, le troisième enjeu, c'est de pouvoir se déployer encore plus sur le marché français, puisque comme, en fait, on ne vend pas ou très très peu en direct, on ne maîtrise pas en fait notre implantation sur le territoire. Donc on a un gros enjeu aussi de communication et de marketing auprès de l'image de l'entreprise et de l'attractivité de la marque auprès du grand public. Donc voilà, des enjeux. Et ça, c'est qu'une partie parce qu'on a toujours plein d'idées. Il faut que je vous réinvite dans quelques temps pour que vous en parliez. Bon, malheureusement, le temps, on ne l'a plus, donc on ne peut pas parler de vos engagements, mais par ailleurs, vous êtes engagé aussi dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat sur le territoire, Femmes et Challenge, etc. On aura une prochaine occasion d'en parler. En tout cas, merci pour ce témoignage. J'espère que beaucoup d'entrepreneurs, alors notamment des femmes, mais pas que, vont l'entendre parce que ça montre bien que si on a vraiment la volonté, on y arrive. Ça peut être difficile, mais on peut y arriver. C'est un bel exemple de résilience. Voilà, merci pour tout ça. Donc, bon, écoutez, cette émission est terminée. Donc, c'était la dernière de 2024. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous donne rendez-vous en 2025. Merci.